Il y a plus de 20 ans, une idée folle a commencé à prendre forme. Pas une fusée pour la Lune, pas une mission martienne, mais quelque chose de bien plus complexe. Construire un gigantesque laboratoire flottant. Imaginez construire une maison, mais dans l'espace. Une maison grande comme un terrain de football, assemblée morceau par morceau, à 400 km au-dessus de nos têtes. C'est exactement ce qu'ont fait les ingénieurs et les astronautes pour donner vie à l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Mais pour comprendre comment elle est née, il faut remonter dans le temps. À une époque où l'exploration spatiale était une compétition féroce. Pendant des décennies, la course à l'espace a été dominée par une rivalité intense entre les États-Unis et l'Union soviétique. Chaque superpuissance voulait être la première à explorer et à dominer l'espace. Dans les années 1970 et 1980, les deux nations avaient des projets de stations spatiales distinctes. Les Américains avec leur projet Freedom et les Soviétiques avec leur Mir 2. À cette époque, impossible d'imaginer une coopération. L'espace est un terrain de rivalité politique et technologique. Mais l'idée de collaborer pour un objectif commun a émergé en 1984. Suite à un discours du président américain Ronald Reagan, la NASA a ouvert son projet à ses alliés. NASA will invite other countries to participate so we can strengthen peace, build prosperity, and expand freedom for all who share our goals. En 1985, le Canada avec l'ASC, le Japon avec l'Ajax et l'Agence spatiale européenne ESA, avec leur projet de laboratoire Columbus, rejoignent la collaboration. Mais avec la fin de la guerre froide en 1991, la donne a changé. L'Union soviétique s'effondre. La Russie hérite du programme spatial, mais manque cruellement de financement. Le tournant majeur se produit lorsque la Russie est invitée à rejoindre l'équipe. En 1993, les États-Unis et la Russie annoncent officiellement leur partenariat. Le projet Freedom et la station Mir 2 se transforment en une station commune, la future ISS. La station spatiale internationale est donc le résultat de la fusion de tous ces projets, Freedom, Mir 2 et Columbus. Mais surtout, elle est devenue un symbole fort, celui de la coopération internationale, après des décennies de rivalité. Au total, 15 pays se sont engagés dans ce chantier hors norme. Un projet colossal estimé à près de 150 milliards de dollars. C'est plus qu'une simple station spatiale. L'ISS incarne la capacité de l'humanité à s'unir pour repousser les frontières de la science et de l'exploration spatiale. C'est avant tout un immense laboratoire scientifique en orbite. Son rôle principal est de permettre aux chercheurs d'étudier ce que la vie et la matière deviennent en apesanteur. Sur Terre, c'est la gravité qui dicte les règles. Elle fait couler l'eau, tomber les objets, et même notre corps s'y adapte. Mais en microgravité, toutes ces lois sont bouleversées. C'est ce qui fait que l'ISS est un outil de recherche si puissant. Mais pourquoi est-ce si précieux? Parce que la microgravité offre un environnement unique, impossible à reproduire durablement sur Terre. Les astronautes y mènent des expériences sur le corps humain, comment nos os, nos muscles ou notre cœur réagissent quand la gravité disparaît, et à l'effet des radiations sur le corps humain. Car dans l'espace, l'atmosphère n'est plus là pour bloquer certains rayonnements solaires. Ces recherches sont cruciales pour préparer de futures missions de longue durée vers la Lune ou Mars. Mais elles ont aussi des retombées pour nous, sur Terre. Par exemple, elle aide à mieux comprendre l'ostéoporose, un phénomène qui fragilise les os, lié au vieillissement ou à la fonte musculaire. La recherche dans la station a aussi permis de développer des systèmes de purification d'eau si efficaces qu'ils sont maintenant utilisés sur Terre pour fournir de l'eau potable dans des régions reculées. C'est la preuve que les découvertes faites là-haut ont un impact concret sur notre vie ici-bas. Mais l'ISS ne se limite pas au domaine médical. On y teste aussi des nouveaux matériaux, des fluides, des alliages ou encore des cultures de plantes qui pourront un jour nourrir les équipages lors de voyages interplanétaires. Chaque expérience est une petite pièce du puzzle qui nous rapproche de l'exploration du système solaire. La station a également une plateforme d'observation de la Terre. Depuis là-haut, les astronautes suivent l'évolution du climat, des forêts, des océans et même les catastrophes naturelles comme les incendies ou les ouragans. Grâce à ces données, les scientifiques sur Terre disposent d'outils précieux pour mieux comprendre et protéger notre planète. Et puis il y a un rôle symbolique, mais tout aussi important. L'ISS est la preuve que la coopération internationale fonctionne, même dans l'espace. 15 nations, 5 grandes agences spatiales. Des milliers d'ingénieurs et de chercheurs travaillent main dans la main pour cette station commune. Dans un monde souvent marqué par les conflits, l'ISS nous rappelle que lorsque l'humanité s'unit autour d'un objectif commun, elle est capable de l'impossible. Alors à quoi sert l'ISS? À repousser les frontières de la science, à préparer notre avenir dans l'espace, mais aussi à mieux comprendre notre propre planète et notre place dans l'univers.
La construction de l'ISS est le plus grand et le plus complexe projet jamais entrepris dans l'espace. Elle n'a pas été lancée en un seul morceau, mais assemblée pièce par pièce en orbite. Après plus de 14 ans de recherche et développement, le tout premier module de la Station spatiale internationale est enfin fini. Le 20 novembre 1998, la Russie lance le premier module, Zarya. C'est le bloc de puissance de la station. Le moteur est le cœur de la future structure. 3 semaines plus tard, c'est au tour de la NASA de faire décoller le module américain Unity. Ces deux modules sont arrimés ensemble en orbite. À ce moment-là, l'ISS n'est qu'un duo de cylindres flottants en orbite, sans équipe, piloté depuis la Terre. Mais c'est déjà le début d'un chantier qui durera plus d'une décennie. Ces deux modules et la station spatiale se situent à environ 400 km d'altitude, dans la zone qu'on appelle l'orbite basse. C'est un environnement totalement différent de ce que nous connaissons. À titre de comparaison, les plus gros avions de ligne volent à seulement 12 km d'altitude, et les avions de chasse les plus performants montent jusqu'à 25 km. Tous ces appareils restent encore dans l'atmosphère, dans notre couche de protection. Mais les satellites de géolocalisation GPS évoluent à environ 20 000 km d'altitude. C'est également là que se trouvent les satellites du système de navigation européen, Galileo. Et encore plus haut dans l'orbite haute, à plus de 36 000 km, se trouvent les satellites météorologiques, et ceux de la télévision, car à cette altitude, les satellites restent fixes par rapport à la Terre. Mais retournons à notre ISS. Elle orbite autour de la Terre à une vitesse vertigineuse de 28 000 km/h. À cette allure, elle fait le tour de la planète en seulement 90 minutes, offrant à ses astronautes le spectacle de 16 levées et 16 couchers de soleil chaque jour. Mais cette vitesse n'est pas un hasard, elle est absolument vitale. Pour bien comprendre, il faut savoir que la station tombe en permanence vers la Terre. Mais sa vitesse est si bien réglée que la trajectoire de sa chute suit la courbure de la Terre. C'est un équilibre parfait entre deux forces. La gravité tire vers le bas, et la vitesse la pousse vers l'avant. Si la station était plus lente, l'attraction de la Terre la ferait chuter et elle s'écraserait. Mais si elle était plus rapide, elle s'échapperait de l'orbite et s'envolerait dans l'espace lointain. Et c'est aussi pour ça que les astronautes à bord ressentent la pesanteur. Ils tombent en même temps que la station, sans jamais atteindre le sol. Et contrairement à ce que l'on pense, ils ne sont pas en train de flotter. Mais pour maintenir cette vitesse et cette altitude, l'ISS doit effectuer des manœuvres de reboost, rehaussement d'orbite. Car à 400 km d'altitude, il y a encore une très faible quantité d'air, ce qui fait une friction et ralentit peu à peu la station. Elle utilise donc ses propres propulseurs ou ceux des vaisseaux cargo qui la ravitaillent pour compenser cette perte de vitesse et d'altitude. Mais reprenons la construction de l'ISS. Pas longtemps après le deuxième module, la construction de la station spatiale a été interrompue pendant un peu plus d'un an et demi, suite à l'échec du lancement du module russe Zvezda par la fusée russe Proton. Ce troisième module clé, envoyé finalement en juillet 2000, est le cœur de vie de la station. Il est essentiel pour l'hébergement du premier équipage permanent, assure la navigation et fournit les moteurs nécessaires au maintien de la station en orbite. Moins de 4 mois plus tard, le 2 novembre de la même année, c'est la mission Expedition 1. La mission consiste à envoyer 3 hommes pour qu'ils prennent place à bord de la Station spatiale internationale. Le commandant américain William Shepard, en compagnie de 2 Russes, Sergei Krikalev, ingénieur de vol, et Yuri Yigzenko, commandant de la fusée. Le but de la mission Expedition 1 est d'activer les systèmes de survie, de communication et informatique de la station, et d'assurer le montage des nouveaux éléments. L'équipage recevra la visite de plusieurs cargos chargés de matériel et de ravitaillement. Depuis ce jour, il n'y a jamais eu une seule minute sans présence humaine dans l'espace. Le 2 décembre 2000, la navette spatiale des Américains a apporté de nouveaux panneaux solaires, multipliant par 5 l'électricité disponible à bord. Un peu plus de 3 mois plus tard, la deuxième mission expédition décolle, avec cette fois-ci un Russe, un Américain et une Américaine, Susan Elsm, première femme à rejoindre l'ISS. Ils sont maintenant 6 dans la station, mais 10 jours plus tard, la mission Expedition 1 quitte la station à bord du Discovery, après plus de 136 jours passés sur l'ISS. La station sera désormais occupée par un équipage mixte, américano-russe de 3 personnes, ponctuellement rejoints par des membres des autres pays participants. Et les missions durent entre 4 et 6 mois en moyenne. Peu après, le laboratoire américain nommé Destiny arrive, suivi du Canadarm, un immense bras robotisé de 17 mètres de long. Il deviendra l'outil indispensable pour manipuler les modules. Il est capable de soulever l'équivalent de l'ISS elle-même. Et il n'est pas fixé à un seul endroit. Grâce à ses poignées spéciales, il peut littéralement se déplacer tout autour de la surface de la station. Et vient ensuite l'une des pièces les plus importantes, le SAS Quest américain. C'est par cette porte que les astronautes sortent de la station, pour leur promenade dans l'espace, vêtus de leur scaphandre. Autrefois, les sorties n'étaient possibles qu'en présence d'une navette. Aujourd'hui, grâce au module Quest, les astronautes n'ont plus aucune contrainte de temps ou de moment pour leurs projets de réparation ou grands travaux de construction en orbite.
Le 1er février 2003, le ciel du Texas s'embrase. Ce n'est pas un lancement ni une étoile filante, mais la fin tragique de la navette spatiale américaine Columbia. Ce jour-là restera gravé comme l'un des jours les plus sombres de l'histoire spatiale, car les 7 astronautes à bord perdent la vie. L'accident trouve son origine dès le lancement. Quelques jours plus tôt, un morceau de mousse isolante détaché du réservoir principal vient heurter l'aile gauche de la navette. Ce choc apparemment anodin perce une partie du bouclier thermique, le système qui protège la navette de la chaleur extrême pendant la descente. Au moment du retour sur Terre, l'air brûlant pénètre par cette fissure et détruit progressivement la structure interne de l'aile. En quelques secondes, Columbia se désintègre complètement dans le ciel. Certains ingénieurs avaient suspecté des dommages après le décollage, mais la direction de la NASA avait estimé qu'il n'y avait rien à faire, même si le problème était réel. Cette tragédie est le deuxième grand drame du programme des navettes américaines, après Challenger en 1986. Comme à l'époque, tous les vols sont suspendus pendant 2 ans, le temps de comprendre, de réparer et de se rappeler à quel point les voyages dans l'espace restent dangereux, même après des décennies d'expérience. Avec cette nouvelle, l'ISS est réduite à 2 astronautes. Cette diminution permet de réduire la fréquence des lancements de fusées, le temps d'analyser et de corriger les erreurs passées. La station spatiale reste cependant opérationnelle. L'accent est mis sur l'économie d'énergie et un fonctionnement au ralenti, tout en assurant le maintien des fonctions vitales. Mais alors que les vols de la navette reprennent en juillet 2005, en octobre, la NASA annonce qu'elle compte retirer du service la navette spatiale en 2011. La NASA doit achever le montage de la station avec les 18 vols disponibles. En 2006, la construction reprend de plus belle. De gigantesques panneaux solaires sont ajoutés, augmentant la puissance de la station, et l'équipage permanent s'élève de nouveau à 3 personnes, avec l'arrivée de Thomas Reiter, le tout premier astronaute européen. Puis arrive Harmony, un nouveau nœud qui sert de passerelle pour accueillir les grands laboratoires Columbus pour l'Europe et Kibo pour le Japon. Ils sont tous les deux envoyés en 2008. Peu de temps après, les Canadiens ont achevé la conception de Dextre, leur tout nouveau robot. Il se présente comme un buste sans tête, animé par 2 bras de 3 mètres de long, d'une agilité exceptionnelle. Il est si précis qu'il pourrait saisir une boîte à chaussures. Son rôle principal est d'éviter aux astronautes les sorties dans l'espace. Les installations sont suivies par de nouveaux modules et d'équipements, tels que le système de support de vie américain, qui permet à l'équipage permanent de passer à 6 personnes, pour la toute première fois en juillet 2009, avec l'expédition 20. Mais l'ISS gagne l'un de ses plus bels atouts, la cupola, une baie vitrée de 7 hublots qui offre une vue panoramique sur la Terre et l'espace. C'est le salon de la station, le lieu préféré des astronautes pour admirer les aurores boréales, les orages et les timelapses spectaculaires qui inondent ensuite les réseaux sociaux. Si vous aviez 5 minutes à la cupola, que regarderez-vous en premier? On arrive en 2011 où la navette spatiale américaine est définitivement arrêtée. Les derniers grands modules américains ont été installés, mais la NASA laisse le relais aux Soyouz russes et plus tard aux vaisseaux privés comme SpaceX Dragon ou Skyliner. La station enfin complète comporte 13 modules, elle devient un immense laboratoire en orbite, fruit de plus de 25 ans de travail. Depuis, elle continue toujours d'évoluer, de nouveaux panneaux solaires plus compacts et plus efficaces, de nouveaux systèmes d'arrimage pour accueillir les véhicules modernes, de Zarya à la cupola, de Columbus à Kibo, l'ISS est bien plus qu'un chantier technique. Elle est le symbole vivant de ce que l'humanité peut accomplir, lorsqu'elle met de côté ses rivalités pour coopérer. Une maison commune dans le ciel, qui continue de tourner sans relâche depuis plus de 25 ans. Mais en fait, comment est la vie d'un astronaute à bord de l'ISS? La journée des astronautes commence par un réveil un peu particulier. Pas de lit, pas de matelas, juste un sac de couchage attaché à la paroi pour ne pas flotter. Les astronautes dorment dans de petites cabines. Ils n'ont pas besoin de coussins, puisque sans gravité, la tête flotte naturellement. Une fois réveillés, l'absence de gravité rend les gestes du quotidien comme s'habiller ou se brosser les dents très différents. L'eau ne coule pas, ce sont des bulles qui flottent dans l'air. Les astronautes doivent donc utiliser des dentifrices spéciales qui n'ont pas besoin de rincer. Pour le petit déjeuner, c'est aussi un défi. Les aliments sont souvent des plats lyophilisés, réhydratés à l'eau chaude ou emballés sous vide. La lyophilisation est un processus de conservation unique. Pour faire simple, on congèle un aliment, puis on le place sous vide pour que l'eau qu'il contient passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Ce procédé élimine presque toute l'eau des aliments, ce qui le rend ultra léger et compact, car le poids est la principale contrainte des lancements de fusées. Et sans eau, les aliments peuvent être conservés pendant de très longues périodes sans réfrigération. La journée de travail sur l'ISS est dense. Les
astronautes ne se contentent pas d'observer la Terre, ils sont avant tout des scientifiques. La majeure partie de la journée est donc consacrée à des expériences. Ils étudient la réaction des plantes, de bactéries ou même leur propre corps en apesanteur. Mais la vie dans l'espace ne se résume pas qu'à la science. Les astronautes doivent aussi assurer la maintenance de la station, vérifier les systèmes, réparer une pompe à eau, ajuster les panneaux solaires, parfois même sortir dans le vide, lors de spectaculaires sorties extravéhiculaires. Et ils communiquent en permanence avec les équipes au sol. Tout est noté et filmé et ils n'ont pas de week-end. Le travail se poursuit 7 jours sur 7. Après le travail, les astronautes ont un moment de pause. C'est l'occasion de manger tous ensemble et de partager un moment de convivialité. Mais ils ont quand même du temps libre. Ils sont rares mais précieux. Beaucoup d'astronautes l'utilisent pour écrire, écouter de la musique ou regarder un film. D'un point de vue personnel, je pense que le meilleur moment de la journée est sans doute le temps passé dans la cupola. Ce module d'observation offre une vue imprenable sur la Terre qui défile. C'est un moment de poésie et d'émerveillement, où ils peuvent simplement flotter et observer les continents et les océans. Un jour, je sais que nous aussi nous aurons la chance de voir cette vue. Mais leur temps libre est aussi un moment essentiel pour le corps. Pour contrer la perte de masse musculaire et osseuse causée par l'apesanteur, chaque astronaute s'entraîne environ 2 heures par jour avec des tapis roulants, des vélos fixes et des machines de musculation spécialement conçues pour l'espace. Un effort vital pour garder la forme. Les repas, eux, sont aussi un moment de convivialité. Chacun choisit son plat, mais attention à bien accrocher son assiette, car ton plat a vite fait de partir à l'autre bout du module. Et puis il y a les petites touches humaines. Certains apportent un tube de Nutella ou une tablette de chocolat, de quoi partager un sourire en apesanteur. Pour se préparer au sommeil, la station utilise un réglage spécial qui imite la lumière du jour et de la nuit pour régler le cycle du sommeil des astronautes, car ils voient un lever et un coucher de soleil toutes les 90 minutes. En fin de journée, chacun retourne dans sa cabine, s'installe dans son sac de couchage et s'attache pour ne pas dériver. Derrière cette routine insolite se cache l'une des plus grandes aventures humaines. Vivre et travailler loin de notre planète pour le bien de la science et de l'exploration. Comme on l'a dit, la Station Spatiale Internationale tourne autour de la Terre depuis plus de 25 ans. Mais que va-t-il se passer dans les prochaines décennies? L'ISS n'est pas éternelle. Sa structure, ses panneaux solaires et ses modules vieillissent. Officiellement, la station est financée au moins jusqu'en 2030. Après cette date, plusieurs scénarios sont envisagés. La première, c'est la poursuite de son exploitation. Tant que la station reste sûre et fonctionnelle, les agences spatiales pourraient prolonger sa vie avec de nouveaux équipements et de rénovations. Mais cela coûte cher, près de 4 milliards de dollars par an, rien que pour la NASA. Et puis il y a la grande question. Que faire de l'ISS quand elle aura atteint sa fin de vie? Elle va sûrement être laissée à l'abandon. Progressivement, ses orbites seront abaissées pour qu'elle finisse par se désintégrer dans l'atmosphère, au-dessus d'une zone inhabitée de l'océan Pacifique, appelé le point Nemo. C'est une fin spectaculaire pour un projet spectaculaire. Mais cette décision n'est pas un adieu à l'exploration. C'est le début d'une nouvelle ère, avec le deuxième scénario, la transition vers les stations privées. Des entreprises comme SpaceX, Blue Origin ou Axiom Space travaillent déjà à la construction de leur propre station spatiale. Mais certaines pourraient être connectées directement à l'ISS avant de devenir autonomes. On assisterait alors à un passage de relais, de la coopération internationale des agences publiques à une ère où l'orbite basse serait en partie confiée au secteur privé. Mais les agences publiques seront toujours d'activité comme la NASA, avec son programme Artemis, qui prépare le retour des humains sur la Lune d'ici 2026 et d'y établir une présence durable, et de nouveaux projets de stations. La Lunar Gateway en orbite autour de la Lune. L'Europe, le Japon et le Canada participeront aussi à cette aventure. Ces missions lunaires serviront de tremplin dans le but ultime, le voyage vers Mars. L'ISS a prouvé que nous pouvons vivre et travailler dans l'espace. Elle nous a donné les outils et les connaissances nécessaires pour relever les prochains défis. La Station Spatiale Internationale restera le symbole intemporel de la coopération. Elle a été un terrain d'entraînement essentiel, un lieu où les nations autrefois rivales ont construit un avenir ensemble. Son héritage ne se trouve pas dans ses modules de métal et de verre, mais dans les leçons qu'elle nous aura apprises et les portes qu'elle nous a ouvertes. La prochaine fois que vous verrez un point lumineux à travers le ciel, souvenez-vous de l'ISS. Elle a été notre première maison dans les étoiles, et elle est la preuve que nous sommes prêts pour la suite de l'aventure. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker la vidéo, ça m'encourage énormément. Et aussi parce que j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie. Merci. C'était Alexis, je parle d'espace et de culture générale, mais aussi d'investissement et d'économie. À bientôt.